Salut YouTube, tu as vu direct le titre YouTube, direct, sans introduction tu vois ça. T'arrives et tu vois, Mélenchon montre pas de beurre. Et oui, on va lire un nouvel article de Marianne. On adore ça les articles de Marianne, les articles racistes de Marianne qui a fait un dossier, le dossier sur Mélenchon avec ce titre incroyable, Mélenchon montre pas de beurre. Oh, oh là là, oh le jeu de mots sur les Arabes. Il montre pas de blanche, il montre pas de beurre. T'as compris ou pas la blague? Mélenchon, il veut séduire les Arabes. Donc il monte pas de beurre. Ah Marianne. Et c'est nous les racialistes. Vous avez le jeu de mots? Vous l'avez. Donc on va lire ce dossier qui a l'air incroyable en 8 pages. Et après on lira un autre article. Mais là on va lire le dossier. Ça vous va les gens? On lit ce petit dossier. Je pense que ça va aller vite hein. Vous verrez c'est pas très long quoi. C'est tac, vous voyez. Donc on va accélérer. Ils ont mis des images et tout. Donc c'est un petit dossier quand même, c'est pas très long. Est-ce que vous l'aviez vu, les gens, est-ce que vous avez montré la vidéo de l'interaction que j'avais eue avec Mélenchon quand on était dans nos anciens bureaux à Sentier et qu'on parlait de qui était le plus maghrébin entre lui et moi? Et moi je suis d'accord que c'est lui, il est né, voilà, il est né là-bas, il y a plus été je pense que moi. Je suis plus, oui voilà, oui, ah vous l'avez vu en Zawato le coquette, donc, je me rappelle plus de ça, je me rappelle plus. Mais ouais, c'était incroyable, Ils n'ont pas marre du refrain JLM drague les Arabes, mais ils ont que ça à la bouche. C'est leur obsession du moment. Genre, ils séduisent les Arabes et les Noirs. Ils séduisent les Arabes et les Noirs. Et en plus, sur la photo, bon, bah, ça m'a l'air assez diversifié, tu vois. C'est tranquille, quoi. Bref, allez, c'est parti. Le dossier Mélenchon montre patte beurre. À l'approche de la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon retravaille son image. Bon, ça fait un petit moment quand même qu'il est sur cette ligne-là. C'est pas l'approche des présidentielles. Ça fait quand même un moment que vous reprochez à Mélenchon d'avoir dévié vers une ligne anti-universaliste, racialiste, indigéniste, décoloniale. Prenez le terme que vous voulez. Alors, retravailler son image personnelle pour la faire coïncider avec son grand récit de la créolisation. C'est-à-dire, c'est quoi il joue le maghrébin? C'est ça, il joue le maghrébin, il joue l'arabe, il écoute Rachid Taha et 1, 2, 3 soleil, c'est ça? Et attention, les arabes laïcs et les homos. Oui, mais ça, c'est un article que je voulais lire, mais je pense qu'on ne le lira pas tout de suite. Alors, s'adressant à la fois à l'électorat racisé, entre guillemets, vous n'avez pas mis guillemets à beurre, racisé, qu'il espère séduire, et à un courant décolonial de plus en plus remuant au sein de la France insoumise. Mais c'est bon, ça fait 5 ans que vous répétez la même chose. Il y a un moment donné, ça y est, on a bien remué quoi. On a bien remué la merde. La rhétorique, c'est lui. Oh, parce que la République, c'est lui. Et là, ils ont repris. Vous avez compris? Ils ont repris. Au lieu de dire la République, c'est lui, c'est la rhétorique, c'est lui. Ils sont marrants, Marianne. En reprenant l'expression grand remplacement lors de son meeting de Toulouse ce 22 janvier, Jean-Luc Mélenchon a usé de sa ruse sophiste fétiche. Ah, mais quel petit fourbe avec sa ruse sophiste. Ah, vraiment, les politiciens, mais les politiciens, ils sont honnêtes hein, généralement, mais Mélenchon, c'est vraiment un sophiste. Hein. Créer l'ambivalence, puis recrier lorsque les commentateurs la relèvent, puis se recrier lorsque les commentateurs la relèvent. La tactique permet de faire coup double. D'abord en se dépeignant comme la victime de la malveillance médiatique. Marianne, je veux dire, ça fait combien d'articles sur... Ouais, trop bizarre, Mélenchon qui se trouve victime des médias. Vous avez fait combien d'articles sur Mélenchon, sur la France insoumise, comme quoi ce serait des racialistes? Trop bizarre. Vraiment, vous êtes un peu parano, hein, la France insoumise. Ensuite, en pointant les obsessions nauséabondes de cette même presse, laquelle a décidément l'esprit bien mal tourné. Mélenchon montre pas de beurre. Oui, c'est un CSC, là, ce que vous êtes en train de faire. C'est assez évident, quoi, non? Hein? Il a fait un discours hier, il parlait de l'international et du coup la francophonie et du créole, ils sont rapides Marianne. Non, là c'était le 22 janvier, le truc dont il parle. Libé, Le Monde, Marianne, tous ligués contre LFI, tous islamophobes, tous complices de l'extrême droite. Vous êtes pas d'accord? Si, dans le chat on est d'accord aussi, on est d'accord dans le chat. Hein? Salut tout le monde, installez-vous, on lit des articles, tranquille, on se pose. Mais on est d'accord avec cette analyse. Vous n'êtes pas d'accord? Facho, trêve de plaisanterie. Jean-Luc Mélenchon savait parfaitement ce qu'il faisait en lançant Goguenard. Nous avons besoin d'élections municipales qui soient une démonstration de la capacité de nos listes à incarner la nouvelle France. Celle du grand remplacement, celle de la génération qui remplace l'autre. Parce que c'est comme ça depuis la nuit des temps. Je vois pas le problème. Genre, on doit être choqué par cette phrase. De dire que la France a changé et continuera à changer. Non, Marianne, normalement, vous prétendez progressiste.
Donc, progressiste, il y a l'idée que les choses changent, elles ne restent pas figées, elles sont dynamiques, et on n'est pas conservateur, on accepte que les choses changent. Après, il faut faire en sorte qu'elles changent dans le positif. Je dirais même basé, ouais, je suis d'accord. Bien sûr, le commentariat n'aurait encore rien compris. Le fondateur de la France insoumise n'a fait que décrire le processus naturel de créolisation, phénomène inéluctable du métissage, oui. Mélenchon se contente de dire que la jeunesse et les quartiers populaires sont le volant d'entraînement de la société. Oui, assurait déjà Manuel Bompard lorsque nous l'interrogions sur cette nouvelle France à laquelle s'opposerait une ancienne. Mais ça les choque, Nouvelle France? C'est vraiment, genre, ça les met pas bien, le concept de Nouvelle France. C'est quand même fou, quoi. Je comprends pas. Alors, ça ne veut pas du tout dire que la Nouvelle France serait la France métissée et que l'ancienne serait la France blanche. La Nouvelle France n'est pas une substitution de l'ancienne, c'est un apport. Puisqu'on vous le dit, la créolisation, c'est justement ça, hein, la créolisation. C'est pas le remplacement de quelque chose par un autre, parce que ce serait pas la créolisation, ce serait pas le mélange, ce serait pas... Non, la créolisation, justement, c'est ce mélange-là. Ce que ça produit, l'apport du nouveau et de l'ancien, ces rencontres-là, mais c'est pas le remplacement d'un truc par un autre. Voilà. C'est le concept même de créolisation. Il est permis de douter que cette belle théorie ne recèle aucune arrière-pensée essentialiste. Bien sûr, inavouable à gauche, mais quelle est la pensée essentialiste qu'on aurait? C'est quoi? C'est qu'on pense que les Arabes seraient quelque chose par essence. La France insoumise a une pensée essentialiste sur quoi? Est-ce qu'on peut, tu peux le dire clairement avec au-delà de tes arrière-pensées? Lorsque le député Carlos Milango déclare par ailleurs ce que nos parents ont enduré, on ne va pas le laisser comme ça, table rase. On va pas laisser ces racistes faire leur petite vie. On va leur montrer qu'on est plus nombreux. Nous, on est plus indulgents, on est plus endurants. Et si on fait plus de cosses qu'eux, tant pis pour eux. Alors, sincèrement, j'ai pas aimé l'intervention de Carlos Milango à la librairie africaine. Mais là, t'es antiraciste. Si t'es antiraciste, qu'est-ce qu'il y a de choquant dans la citation de Carlos Bilango? On va pas laisser les racistes faire leur petite vie. On va leur montrer qu'on est plus nombreux qu'eux. Plus nombreux que les racistes. Vous n'êtes pas d'accord? On ne doit pas montrer qu'on est plus nombreux que les racistes? Je comprends pas. Marianne, nous, on est plus indulgents, on est plus endurants. Nous, on est plus... Ah, je veux dire, il l'est plus. Peut-être. Et si on fait plus de gosses, tant pis pour eux. Les sorties racialistes de LFI sont trop nombreuses, trop univoques, trop constantes pour que l'on ne voit pas que le populisme insoumis n'est plus principalement structuré par le clivage peuple-élite, mais par l'affrontement entre, d'une part, les minorités soutenues par leurs alliés, et d'autre part, la France rance. Présidentielle oblige, Jean-Luc Mélenchon, dont la personne occupe une place écrasante à la tête du mouvement insoumis, a intégré cette nouvelle donne à son récit personnel. Mais tu te rends bien compte que, allez, prenons les excuses de la présidentielle, si ton seul argument de la présidentielle c'est la défense des minorités, tu vas perdre. Ça n'a pas de sens. Je veux dire, stratégiquement, vouloir défendre que les quartiers populaires, les Noirs et les Arabes en France, c'est pas un bon calcul. Faut arrêter. S'ils se sentent visés, c'est qu'il y a un problème. Bah oui. Le bail sur les plus d'enfants, c'est ça qui les trigger. Mais non, mais Marianne les racelard. Hein. Alors, président 1-1, on l'a lu. Celui qui n'a jamais caché être de culture méditerranéenne. Oui, bon, ça veut rien dire, quoi. De culture méditerranéenne. Il n'a jamais caché qu'il était de culture méditerranéenne. Va désormais plus loin en se présentant comme un maghrébin européen. C'est beau. C'est beau comme truc, moi je trouve ça beau. Mais en plus, il y a des choses à se questionner. Je veux dire, historiquement, comment ça se fait que par exemple un Français se sent plus proche d'un Estonien, se sent plus proche d'un Polonais et pas plus proche d'un Marocain, pas plus proche... Tu vois, il y a des trucs à se dire que dans l'histoire, c'était pas forcément ça. Dans l'histoire, notamment la France, il y a eu beaucoup plus d'échanges dans une période de l'histoire avec la Méditerranée, donc avec l'Afrique du Nord, avec tous les pays qui sont frontaliers, qui sont au bord de la Méditerranée, qu'avec, je sais pas, la Norvège, tu vois. Il y a des choses à repenser là-dedans. Donc c'est aussi intéressant de replacer ça, de dire maghrébin européen pour avoir une autre manière de percevoir l'espace et le temps. Je trouve ça intéressant, quoi. Nous ne pénétrons jamais, c'est heureux, la psyché de l'enfant de Tanger, pas plus que nous ne déterminerons les parts respectives de la spontanéité du calcul dans l'attachement, la bonhomie du lien au monde musulman. De Jean-Luc Mélenchon, selon ses propres mots. Reste à comprendre pourquoi cet élément biographique, périphérique dans les périodes trotskistes, mitterrandistes et dégagistes de Mélenchon, est devenu un argument politique à l'ère identitaire. Nous l'évoquions, l'ancien socialiste n'a jamais fait de mystère de son attachement à la Grande Bleue. C'est avec tendresse qu'il évoquait en 2016 cette terre culturelle où est née notre civilisation pour l'essentiel. Bon au moins, c'est toujours là quoi. Hier il a dit qu'on est plus proche du Maghreb que de la Lituanie. Le précis contre la Lituanie ne s'arrête jamais. Non mais voilà, je veux dire, il ne s'agit pas de dire que c'est mieux, c'est aussi de questionner des choses qui nous paraissent comme naturelles, comme allant de soi quoi.
C'est tout, je vois pas le problème là-dedans. La bonhomie du monde musulman. Ça me fait rire comme expression. Dans le brassage extraordinaire d'un peuple qui tourne en rond depuis 2000 ans, avec des appellations nationales qui changent, mais que le teint de la peau, la frissure du cheveu, la manière d'écrire, la manière de manger permettent de reconnaître au premier coup d'œil. Je suis enfant et amoureux de cet espace-là. Les Espagnols, les Italiens, les Algériens, les Marocains, et nous autres tous là, nous connaissons bien. Avons des milliers d'enfants ensemble, petits-enfants, cousins, tontons, grands-parents. Nous sommes vaille que quoi? Nous sommes vaille que vaille le même peuple. Ces quelques mots suffisent à comprendre en quoi l'idée d'une régulation plus ferme de l'immigration dans cet espace apparaît à Jean-Luc Mélenchon comme une absurdité. Oui. Excusez-nous, Marianne, d'être internationaliste. Excusez-nous, Marianne, de penser que les frontières devront disparaître. Excusez-nous, Marianne, de penser que personne n'est illégal sur cette terre. Vous savez, parce que ça, c'est l'argument des fachos. Tu sais, t'as notamment Sardoche qui va défendre ICE avec l'idée que, oui, il y a des bavures, mais ces gens sont illégaux en fait. Vous allez empêcher à la police d'intervenir parce qu'il y a des gens qui sont illégalement sur le territoire. Mais nous, on est contre l'idée qu'il y a des gens qui sont illégaux, par principe. Personne n'est illégal sur cette terre. Comment, je veux dire, et en plus, il y a une question philosophique et éthique à se poser. Genre, toi, tu as le droit d'avoir une vie belle parce que tu es né en France, mais les autres, vu qu'ils sont nés dans le mauvais pays et dans la pauvreté, ils sont illégaux. C'est quand même profondément injuste comme vision du monde. De dire, t'es né au Bangladesh, bien fait pour ta gueule, je m'en bats les couilles. Moi, je suis né en France, les richesses sont pour moi, c'est tout. C'est quand même une folie, quoi, comme vision du monde, comme vision de la société. Et c'est eux les humanistes, hein. Oui, bien sûr, mon cul c'est du poulet. Alors, voir comme une violence faite au corps social. Oui, on est contre le contrôle de l'immigration, oui. Au plus fort de la crise diplomatique avec l'Algérie, il tenait ainsi... Mais attendez, parce qu'on est en train de lire Marianne ou on est en train de lire Minute, là, c'est pas possible, là. Là, quand même, ils sont en train de reprocher... Pour l'instant, ils ont reproché à Carlos Milongo une confrontation avec les racistes et Mélenchon de se dire méditerranéen et d'être contre le contrôle de l'immigration. Voilà pour l'instant les reproches de Marianne, hein. Mais surtout, ne pas avoir de papier n'est pas une forme de crime aux US. Cela relève du civil. Donc même en acceptant ça, ça ne rend en rien criminel les gens sans papier. Oui, d'ailleurs, ils confondent les différents types de délits, entre guillemets. Voilà, ils appellent ça criminel, bien sûr. Bonne précision, un effort au plus fort de la crise diplomatique avec l'Algérie, il tenait ainsi: nous ne voulons pas la guerre avec l'Algérie, c'est clair, ce sont nos frères, nos sœurs, nos tantes, nos grands-parents, nos amis. Il y en a assez de ce vocabulaire, assez de dire que nous allons riposter. Waouh! Je suis choqué. Vraiment, Mélenchon, il est en train de dériver là, les gars. Waouh! C'est quoi, il va devenir antimilitariste ou quoi? Il est fou, lui. Et le chef des Insoumis détend cette injonction au Maroc, à la Tunisie, à la Libye, au Sénégal, au Mali, au Burkina Faso et au Congo. Et donc, en quoi c'est un problème là? De dire ce sont des peuples frères, on doit prôner la paix, le dialogue. Je ne comprends pas. C'est quoi le but de Marianne là? Salut bordel, oui le matin, je m'y fais toujours pas. Ouais, je suis d'accord. De Tanger, Jean-Luc Mélenchon, qui n'a pas répondu aux sollicitations de Marianne, je comprends pourquoi, conserve l'émerveillement de l'enfance et les souvenirs d'un monde inouï. Comme il se confiait à Lina en 2022, son départ en 62, alors que le protectorat français au Maroc avait déjà pris fin de longue date, est une blessure qu'il met en communion avec la sensibilité de n'importe quel immigré. Je ne sais même pas pourquoi nous sommes partis, regrette-t-il dans l'émission que lui consacre Lina. Il n'y avait aucun risque au Maroc, mais la population européenne s'est envolée du Maghreb comme une bande d'étourneaux affolés à partir du moment où il y a eu l'indépendance de l'Algérie. Il a la vision qu'un enfant peut avoir sur son pays, pas romantique mais affective, entourée d'une aura de légende. Analyse son biographe, la journaliste Lilian Alemania. Ok, d'accord, bon pour l'instant, ok. Bon, il regrette, il a la nostalgie de quand il était enfant au Maroc. Bon, super. Alors, casser l'image du mâle blanc de plus de 50 ans. Mais Marianne trouve que c'est une folie de dire qu'on veut la paix entre les peuples. Non mais c'est dingue, le dossier est incroyable pour l'instant. Vision en bonne partie idéalisée si l'on se fie à l'admiration que vous, Jean-Luc Mélenchon, au Maroc. Mais bien sûr que c'est idéalisé, bien sûr, c'est évident. Tout le monde sait que, il repense à quand il était enfant là-bas. Il est nostalgique. On est tous nostalgiques de notre enfance. On a tous une manière idéalisée de rêver de voir notre enfance. Mais si ça peut aussi participer à un discours de paix, de fraternité, de solidarité, pourquoi pas? Mais personne se dit en lisant ça que le Maroc, c'est la plus belle démocratie du monde. Faut arrêter. Ah, putain.
décrit comme un pays de cocagne, confère cet entretien sidérant accordé au courrier de l'Atlas en mars 2024 dans lequel il affirme sans rire: j'ai quitté le royaume à mes 11 ans, j'ai auparavant une vie commune avec des gens d'origine et de religions diverses dans un pays à majorité musulmane. Je n'ai jamais croisé la moindre forme de violence religieuse. Il y a moins de catholiques aujourd'hui, mais le Maroc respecte et protège la diversité religieuse. D'une certaine façon, les gens que j'ai vus sont bien plus laïcs d'esprit que d'autres personnes que je croise en France. Et je vais vous dire une chose, je suis allé au Sénégal, je crois que le Sénégal est plus laïque que la France. Voilà. Dans la manière de vivre tous les jours, c'est une folie. C'est une folie, mais je crois qu'on a une vision fantasmée de certains pays du Sud. Hein. Et je pense qu'au Maroc, il y a une forme de respect religieux, quoi. Et arrêtez de croire que dans tous les pays musulmans, il y a une haine, notamment à l'égard des chrétiens. Allez, si vous voulez, à l'égard des juifs. Mais par exemple, au Sénégal, il n'y a pas de juifs. Mais si vous voulez, allez, l'antisémitisme, allez, je veux bien. Partons de ce principe-là. Allez, il y aurait un plus fort antisémitisme dans les pays musulmans que dans les pays comme la France et tout. Même si, permettez-moi d'être très, 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 très sceptique. Mais arrêtez de croire que c'est la guerre religieuse dans ces pays. Mélenchon a pleuré pour Brahim Diaz. La laïcité, une exception française, la plus grande fake news diffusée. Non, mais c'est une folie. Hein. Mais c'est une folie. Alors, d'emprisonnement de 6 mois, 2 ans en Normande, d'Iram, l'une de ces deux peines, seulement quiconque porte atteinte à la religion islamique. Ah, attendez. Si vous voulez dire que le pays, il y a le truc du blasphème et tout, bien sûr, mais il y a quand même un respect des chrétiens. Mais c'est pas un pays laïque à la française. Bien sûr que le pays est quand même de domination musulmane. Ceux qui ont reconnu Jean-Luc Mélenchon il y a une trentaine d'années racontent sa nostalgie pied noir axée sur l'idée que l'Algérie aurait pu rester française à condition que la métropole accorde au peuple de sa colonie des droits politiques rigoureusement identiques à ceux des Français. Moi, ça, j'y crois pas. Je suis opposé à la position de Mélenchon sur ce sujet-là. Je pense que de toute manière, il fallait l'indépendance du Maroc, du Maghreb et l'indépendance de tous les pays. Attends, il a dit ça, MDR? Comment ça, MDR? Il a dit quoi, Camille? Il surjoue le côté « je suis de là-bas » grâce à un ancien camarade. Est-ce qu'on peut avoir les pieds noirs purés? Oui, non, mais les pieds noirs, écoute. Moi, j'ai envie de dire, s'ils croient à ce rêve que « ah, mais si, on aurait pu être France, on aurait pu être égaux et tout ». Écoutez, c'est les pieds noirs progressistes, ça reste des pieds noirs qui voilà, se bercent d'illusions sur ce qu'aurait pu être un Maroc français, une Algérie française. Ouais, bah écoutez... Si ça leur plaît d'avoir ce rêve-là. Mais dans l'absolu, il était du côté de la présence coloniale française. Il s'appelle Jean-Luc Parachide. L'arrivée en France du jeune Mélenchon est toutefois un traumatisme. Quand on est arrivé... En fait, c'est quoi? C'est la biographie de Jean-Luc Mélenchon, en fait? C'est ça? Quand on est arrivé en France, c'était l'horreur pour nous parce on l'avait idéalisé. On a découvert un coin perdu de la Normandie où les gens n'avaient jamais vu personne, où les malheureux souffraient d'un alcoolisme épouvantable, racontait-il en 2013, avouant ne pas pouvoir survivre lorsqu'il y a que des blonds aux yeux bleus. Lorsqu'il arrive en France, il fait l'expérience du racisme. Ça les a choqués, cette phrase. Hein. Vraiment. Hein. Ça fait partie des phrases qu'il n'arrête pas de sortir. Il a du mal à lâcher ses colonies, sa francophonie, Jean-Luc Mélenchon. D'ailleurs, ils nous apprennent rien hein, dans le milieu décolonial. Ça fait des années que l'une des grosses critiques qu'on a à l'égard de Jean-Luc Mélenchon, c'est son mitterrandisme et son attachement à l'Empire français. Et à l'impérialisme français. Mais à l'Empire français, de les colonies et tout. Ouais, je veux dire, ouais, waouh. Ah bon? On savait pas. Il arrivait à Yvetot le pauvre, j'ai grandi, c'est une ville au milieu de nulle part. Ça me tue, je regarde pas la vidéo, j'arrive pas à savoir quand c'est le chat qui troll ou la lecture de l'article. Alors, lorsqu'il arrive en France, il fait l'expérience du racisme comme enfant de pied noir, ajoute Lilian Alemania. Il se fait traiter de Alors, à envoyé spécial, l'exilé expliquait en 2018 avoir tiré de ce passé une identité universaliste qu'il fait qu'il a la chair de poule dès qu'il est question de s'enfermer dans une communauté. Quel contraste avec le Mélenchon de 2026? Moi, je le vois pas tant que ça, le contraste. C'est vous qui êtes enfermé dans une lecture caricaturale de l'universalisme. J'ai même l'impression que là, Mélenchon est de plus en plus réellement universaliste et accepte la diversité, en fait. On pourrait dire qu'il est plutôt pluriversaliste. Et je rappelle que pluriversalisme, c'est une critique de l'universalisme occidental qui est en fait un moyen d'imposer la vision occidentale. Et pour moi, le pluriversalisme est le vrai universalisme. L'universalisme tel qu'on conçoit de manière idéale. Mais concrètement, l'universalisme, c'est surtout imposé comme l'imposition, c'est surtout matérialisé comme l'imposition du point de vue occidental. C'est vraiment des colorblind, on dit tout ça. Quel contraste avec Mélenchon de 2026 qui est écrit dans la note de blog qu'il publie en hommage à François Mitterrand. Je ne dis pas pour plaisanter que je suis un maghrébin européen. C'est aujourd'hui banal puisque c'est la situation de plusieurs millions de Français. Nous sommes la première communauté de fait en France.
Jusqu'à présent, Jean-Luc Mélenchon portait un discours de défense et de proximité avec les immigrés, sans pour autant se compter parmi eux. Pourquoi ce changement? Mais attends, c'est grave. Le gars est un pied noir, il dit qu'il a subi un racisme en étant pied noir, et il se dit qu'il se sent maghrébin européen. Il y a quoi de grave là-dedans? C'est quoi mais c'est pourquoi ça vous énerve? Il y a quoi de grave? Les gens, sincèrement, je ne comprends pas ce qu'il est beau. Si t'es antiraciste, si t'es sincèrement antiraciste, je ne vois pas ce qui peut te choquer dans les propos de Mélenchon jusque-là. Il s'agit d'abord de casser son image de mâle blanc. Non mais attendez, j'espère qu'il ne pense pas que les Arabes se disent « Ok, on va voter pour Mélenchon parce qu'en fait, c'est un Arabe. » Non, on sait que c'est un Blanc. On sait que c'est davantage un Blanc qu'un Maghrébin. Après, c'est un pied noir et tout. Je comprends que ça lui rappelle des expériences et tout, mais on s'est jamais dit « Ah, c'est un Arabe comme nous. On va voter pour Mélenchon parce que c'est un Arabe. » Vous vous rendez compte que les gens ne se disent pas ça pour voter pour Mélenchon. Ils se disent même « Ah, c'est un Français qui nous défend. » Voilà. Vu les races-lards qu'il y a encore à Yvetot, c'est pas surprenant. C'est le fond de la Normandie. Cette logique, on aurait voté Zemmour, oui. Sa propre histoire, un exemple de créolisation. Il veut se consolider à un socle électoral qui est celui de cette jeunesse française antiraciste, souvent elle-même issue de l'immigration. Oui, mais on va pas voter pour Jean-Luc Mélenchon parce qu'il se prétend un arabe européen, quoi. On s'en bat les couilles. Il le fait quitte à considérer que le fait religieux ne pose jamais le moindre problème. Mais quand Jean-Luc Mélenchon a dit que le fait religieux ne pose jamais le moindre problème, c'est faux. Vous êtes des menteurs. Marianne, je sais pas quoi dire de plus que vous mentez. C'est pas possible. Genre Mélenchon va considérer que le phénomène religieux ne pose absolument jamais problème. Mais quel niveau de mensonge, quoi. Même quand des députés contournent l'école de la République pour mettre leurs enfants dans le privé hors contrat. Mais attends. Quel rapport? Rani Slimane, co-chef de la file LFI pour les élections municipales à Montpellier, défend une autre thèse. C'est le seul qui a un discours sur l'identité en dehors du Rassemblement national. Ça c'est vrai, assume-t-il. Dans le populisme de gauche, il y a une dimension de mobilisation des affects. Et l'identité fait partie des affects. D'ailleurs, je voudrais rappeler aux gens que, en fait, vous faites comme si on avait une vision, unique. Genre, comme si l'identité était le contraire de pluriel, les gens, j'ai un trou. Le contraire de pluriel. Comme si on n'avait qu'une identité, quoi. Alors que l'individu, il a plusieurs identités. Il a une unique, oui. Comme si les gens étaient composés singulières. Voilà, comme si les gens étaient composés d'une seule identité. Non, l'identité, elle est plurielle. Je suis arabe, je suis un homme, je suis français, je suis un grand de 1m85, je suis BG, je suis de classe populaire. Voilà, il y a plein de... Je suis musulman. Ah, faut arrêter de croire qu'on est essentialiste et on considère les individus selon un type d'identité. Et en plus, c'est les identités que tu vas mettre en avant ou qui vont compter davantage. Ça va différer selon les situations sociales. Si je suis au milieu de la gauche blanche, je vais me sentir plus arabe musulman. Si je suis au milieu de mes cousins, de mes amis dans le quartier, je vais me sentir un peu plus français qu'eux, dans l'idée que j'ai atteint des hautes études, je suis un peu plus acculturé qu'eux. Tu vois, c'est multiple. L'identité est multiple. Moi aussi, je fais 1m85 et même s'il est plus petit que moi, c'est ok, arrêtez d'être binaire en fait. Mais vous êtes qui pour dire que je suis petit en fait? Moi, je me sens grand. Alors, on était où? On était là. Dans le populisme de gauche, c'est judicieux tactiquement de mobiliser les affects et l'identité. Ça ne veut pas dire que sa doctrine a changé sur le fond. Moins évidente, la deuxième explication de cette inflexion est à cette fois recherchée en interne. Mi-janvier, Rima Hassan adressait à la gauche... Genre, ça va être la faute de Rima Hassan. Rima Hassan adressait à la gauche le message suivant depuis la Courneuve. À ceux qui veulent la voix des personnes racisées à condition qu'elles n'envisagent pas de se présenter... Garrido, si tu nous entends, nous leur disons, la seule gauche qui nous représente, c'est la gauche qui ne plie ni sur l'antiracisme, ni sur l'anticolonialisme. Je signe 3 fois cette citation. Mais 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Vraiment. Quel est le problème avec ce que vient de dire... Attends, Marianne, expliquez-moi le problème avec cette phrase, s'il vous plaît. Nous leur disons, la seule gauche qui nous représente, c'est la gauche qui ne plie ni sur l'antiracisme, ni sur l'anticolonialisme. Je veux que vous me dites-moi, je veux que vous me disiez, dites-moi, Marianne, c'est quoi le problème avec cette citation? Si vous êtes antiraciste et anticolonial, c'est quoi le problème? Pour l'instant, les gens, toutes les citations, je suis en mode oui, il n'y a pas de souci, oui. L'intéressé réplique auprès de Marianne. Je pense que ce message était en réalité adressé à Antoine.
Antoine Léaumont, Louis Boyard, Mathilde Panot, Manon Aubry, Clémence Guettet, Bastien Lachaud, Paul Vanier et Jean-Luc. Il le sait. Non mais, Raquel Garrido. Et donc il se repeint en maghrébin pour éviter la charge. Non mais, leur explication c'est vraiment ça. C'est vraiment Mélenchon qui essaye de faire croire qu'il est maghrébin pour pas qu'on lui dise que c'est un blanc. Non mais, waouh. Ah mais ils sont débiles. Non mais, ouais, on dirait vraiment du Frontière. Ouais, Mélenchon, il fait croire qu'il est maghrébin pour pas qu'on lui dise que c'est un blanc qui prend la place d'un maghrébin. À la tête d'un mouvement trop gros pour être contrôlé par un seul homme, Jean-Luc Mélenchon doit désormais concilier différentes lignes et éviter qu'une fronde apparaisse sur son aile gauchiste. Si l'on se fie à la dynamique de ses précédentes campagnes présidentielles, ainsi qu'à l'arithmétique électorale élémentaire, Jean-Luc Mélenchon devrait vouloir se recentrer à l'approche de 2027. Le pourra-t-il ? Il a engendré des cadres qui considèrent qu'ils ne lui doivent rien, encore moins parce qu'ils ont tous en tête que c'est son dernier tour de piste. Vraiment ? Je trouve qu'il y a plutôt une sorte de fidélité, il y a plutôt une sorte de bloc commun au sein de la France Insoumise. Moi, s'il y a vraiment un point positif que je trouve dans la France Insoumise, c'est qu'il y a quand même une forme déjà de discipline. Mais surtout, je trouve qu'ils font bloc quand même, quand il y a des polémiques, quand il y a des attaques, quand il y a... Et j'imagine qu'en interne, il doit y avoir plein de dissensions. Hein. C'est normal, hein, dans toute organisation, il y a des dissensions. Mais à l'extérieur, j'ai l'impression qu'ils font tous bloc et qu'ils même bloquent derrière Mélenchon. Hein. Analyse un vétéran insoumis. Si l'on croit les archives, le courant des coloniales ne s'en laisserait pas compter. Désormais, député les filles, Ali Diawara... Diawara, j'aurais toujours du mal, excuse-moi Ali. Mais sans manquer de respect à Ali Diawara. D'où c'est le courant décolonial, Ali Diawara. Ça fait 10 ans que je suis dans le milieu décolonial. Il n'était pas dans le milieu décolonial. C'est pas forcément une mauvaise chose. C'est pas pour le dénigrer. Mais d'où Ali Diawara, c'est le milieu décolonial en fait. Je comprends pas le truc. Réponse noire, oui, c'est juste ça. Mais voilà, oui, il est noir, bah oui. Bah oui, donc c'est le courant décolonial. La révolution qui se développe chez moi contre ce vieux type grandit chaque jour un peu plus. Ah, attends, il a mis ça. C'est Ali Diawara qui a mis ça sur Twitter en 2022. La révolution qui se développe chez moi contre ce vieux type grandit chaque jour un peu plus. Et dire qu'il est ce moindre mal national auquel nous devons nous accrocher à gauche. Sorry, mais je préfère une autre gauche, la mienne. Celle à la croix je crois profondément et qui refuse le paternalisme. Le vieux. Bon, en 2022, maintenant il est à la France Insoumise, quoi. Je rappelle qu'il y a aussi des gens en 2022, je vais pas citer des noms, mais des gens qui en 2022 étaient anti-France Insoumise. Ouais, la France Insoumise, c'est les coloniaux. Ouais, la France Insoumise, c'est la France raciste. Hein, et ils allaient sur les plateaux télé de gauche pour cracher sur la France Insoumise. Et maintenant, bah, ils font campagne avec la France Insoumise. Voilà. Et d'ailleurs, je veux dire que ces gens, ils ont toujours été invités par la France Insoumise, même quand ils crachaient sur la France Insoumise. Et nous, notamment PDH et tout, on a toujours été, depuis 2021-2022, en mode, bah, on soutient quand même la France Insoumise, malgré les critiques. Et voilà, on n'a jamais été invité. Jamais, non. Ça dénonce. Allez, filles, 4 nuances de racialistes. Des têtes pensantes de la mouvance décoloniale à celles qui mettent en application des stratégies communautaristes sur le terrain électoral, le racialisme, c'est-à-dire que nous on prône le racialisme. Hein. Du coup on a le droit ou pas de critiquer les filles, les journalistes ? Bah je sais pas. Le racialisme désormais prôné par la France Insoumise se décline à plusieurs niveaux. Alors les théoriciens. Oula, il y a Ouria Boutelja. Je n'en peux plus de cette photo parce que je déteste... alors attendez, vous voyez pas mon trait. Je déteste ce petit truc là. Cette coupe de cheveux. Ouria Boutelja. Donc les théoriciens, Ouria Boutelja et Éric Fassin. Alors j'aime beaucoup Éric Fassin, il n'y a aucun souci. Éric Fassin, universitaire, ses livres sont très bons. Mais quand tu parles de théoricien, je ne parlerai pas d'Éric Fassin. Dans le mouvement décolonial, c'est pas vraiment... J'ai plutôt l'impression qu'Éric Fassin, ça va plus être lu par des gauchistes que vraiment le théoricien des théories décoloniales. Et en plus, c'est plutôt mesuré, Éric Fassin. Faut arrêter de... Mais moi, je préfère son frère à Éric Fassin. Je trouve les travaux de son frère, je crois que c'est Didier Fassin, son frère, beaucoup plus intéressants. Mais respect quand même à Éric Fassin. J'ai aucune animosité à son égard. Hein. Mais bon, c'est pas sur lui qu'on va se reposer, quoi. Didier est vachement mieux. Bah, tu vois, je t'ai pré-shot Sniper Steak. La fondatrice du Parti des indigènes de la République n'a jamais gagné une élection. Oui, ça se saurait quoi. Mais elle a imposé son logiciel décolonial à la gauche radicale. Alors je pense que Éric Fassin n'a jamais gagné d'élection non plus. Hein. À la gauche radicale, parlant de Jean-Luc Mélenchon comme d'un butin de guerre, je n'en peux plus. Avec elle, la classe a été remplacée par la race. Je l'affirme et prêt à débattre avec vous quand vous voulez. Et j'ai déjà débattu avec le teubé de Kevin Boucault-Victoire. Ouria Boutelja parle plus de classe que Marianne. Et encore une fois... Qui sont les alliés avec qui travaille Ouria Boutelja ?
avec des gens comme Kouvelakis, avec des gens comme Schiappa, avec l'AFA Paris-Banlieue, avec les soulèvements de la terre, avec une grande partie de la gauche radicale. Alors que fait Marianne? Avec qui travaille Marianne? C'est qui votre référence gauchiste chez Marianne? Ça va être Kevin Boucault-Victoire et Natacha Polony et Michéa. Voilà. Alors venez pas nous donner des leçons sur la classe, bordel de merde. On est plus lutte des classes que vous. Même en étant, allez, même en partant du principe qu'on est racialiste, on est plus lutte des classes que vous. Hein? Marianne et les cocos islamophobes unis pour taper sur... Non mais ça, on a l'habitude. Éric Fassin, en publiant de la question sociale à la question raciale à la fin des années 2000, le sociologue a ouvert la boîte de Pandore. Genre c'est lui. Non mais attendez, on peut reconnaître au travail de l'antiracisme politique d'avoir posé la question de la race. Comment ça se fait que là, genre Marianne fait comme si c'est en raison, à cause pour eux, nous grâce à Éric Fassin, que la gauche parle aussi de race en tant que dans une lutte antiraciste. Non mais c'est une folie quand même, on se fait voler le truc quoi. C'est nous on a posé cette question. C'est dingue. Rétablissant la race comme une catégorie politique pertinente. Oui, la race est une catégorie politique pertinente. Parce que les gens subissent du racisme. Donc effectivement, en fait c'est simple, Marianne. À partir du moment où vous considérez qu'il y a du racisme, et je pense que vous considérez qu'il y a du racisme, c'est bien que les gens sont discriminés à partir de la race, à partir de cette catégorie pseudo-scientifique de la race. Et donc, c'est bien que la race a encore un impact dans notre société. Ce qu'on entend par race a encore un impact parce que les gens sont encore discriminés à partir de ça. Et donc, il faut bien l'analyser. C'est bien une catégorie politique pertinente. Le raisonnement, il est simple. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans? Alors, à rebours de l'universalisme républicain, il a apporté la pensée américaine en la matière. Allez baiser votre race, là. Allez baiser vos mères, parce que l'antiracisme, c'est bien français aussi. Frantz Fanon, c'est quoi? Il est ricain, la putain de vos mères, là? J'en peux plus. J'en peux plus. Ah, respectez la tradition française un petit peu, là. Invitant, c'est vraiment un artiste. C'est nul, Marianne, mais c'est nul. Le niveau, en 2026, c'est écrit encore. Il a importé la pensée américaine. Non, mais vraiment. Invitant les sociologues, historiens et philosophes états-uniens lors de séminaires sur la question raciale à partir de 2007. Oh là là, il a invité des Américains. Oh bah putain. Les stratèges, Éric Coquerel, après l'immense déception de la présidentielle 2017, c'est lui qui proposera à Jean-Luc Mélenchon la stratégie désormais connue sous le nom de 4e bloc, laquelle consiste à mobiliser les abstentionnistes, principalement les quartiers populaires, au profit de la France insoumise. Pour mettre en œuvre ce virage, il donnera l'accès au mouvement à des militants identitaires comme Taha et Youssef Brakni. Daniel Obono, proche de la mouvance décoloniale, parce que j'allais dire, j'avais pas vu qu'il y avait Daniel Obono, j'allais dire c'est un peu injuste parce qu'une des stratèges c'est surtout Daniel Obono. Louis Nadeau est une M. Je ne vois pas d'autre explication à ce torchon, mais c'est un torchon. Hein. Vraiment, moi ce qui me fascine de plus, c'est le niveau des analyses quoi. En fait, je trouve que on peut s'arrêter 2 secondes sur la paresse intellectuelle de ce genre de dossier. C'est recyclé, c'est le même dossier depuis 5 ans. 5 ans qui nous pondent les mêmes articles. Jurez que là, ces 2 trucs-là, c'est pas les mêmes trucs depuis 10 ans. 10 ans, les mêmes analyses. C'est dingue. Proche de la mouvance décoloniale, Daniel Obono a pavé la voie à cette tendance idéologique au sein de la LFI, elle-même régulièrement victime d'un racisme décomplexé. Donc, voilà. Vous dites que Daniel Obono est victime d'un racisme décomplexé. Pour quelle raison elle est victime de racisme? Pour quelle raison Daniel Obono est victime de racisme? À quoi on se renvoie Daniel Obono? Est-ce que vous pouvez... Il y a peut-être une catégorie à mobiliser pour comprendre ce dont est victime Daniel Obono. Voilà, peut-être que ça va percuter chez vous. Hein. On ne sait pas. Hein. La faute a pas de chance. La députée a ouvert la fenêtre d'Overton. Ah, c'est à cause d'elle. Elle est victime de racisme décomplexé. Mais bon, c'était pas une raison d'ouvrir la fenêtre d'Overton du racialisme. Daniel Obono, vous êtes trop chelou d'avoir parlé de race, vous qui êtes victime de racisme décomplexé. Vraiment, vous vous rendez compte de ce que vous avez fait? Vous qui êtes victime de racisme décomplexé? Alors dans l'autre sens, en qualifiant le Hamas de mouvement de résistance ou en organisant un colloque antiraciste à l'Assemblée... Il lui reproche d'avoir organisé un colloque antiraciste à l'Assemblée consistant essentiellement à battre en brèche l'universalisme républicain. Les opportunistes, Ali Diawara... Aujourd'hui érigé par les filles en martyr d'une presse digne des années 30, le député n'a pourtant pas toujours été tendre avec Jean-Luc Mélenchon, dénonçant volontiers le paternalisme de ce vieux type. Et alors vous n'êtes pas content quand ça critique Mélenchon? Genre c'est un problème? Genre si personne critique Mélenchon, pour vous c'est un problème? Si des gens ont critiqué Mélenchon et maintenant sont à la France Insoumise, c'est aussi un problème. Mais comment on fait en fait? C'est quoi comment ça se passe? Comment on dose? Alors, l'orgnant de longue date, la Courneuve, il semble avoir trouvé en LFI le cheval de Troie parfait pour prendre le pouvoir sur tous ces blancs qui décident où et comment vivent les gueux. Je rappelle les gens, allez voir la lecture d'article que j'avais déjà fait sur Marianne de Adrien Matou. Et on avait vu comment cette citation était tronquée et était totalement malhonnête. C'est
un niveau de malhonnêteté dont seuls Marianne ou Minute ou Frontières ou Valeurs Actuelles sont capables. Hein, Rima Hassan, en elle et les filles, a trouvé un puissant vecteur de mobilisation identitaire autour de la cause palestinienne, tandis que l'eurodéputé a profité de cette tribune pour porter son combat. Mais elle ne compte pas s'arrêter là. L'antiracisme a besoin de visages et de voix incarnées, et non pas de porte-parole éloignés de cette réalité. Cette époque du porte-parole-là est révolue. Bah oui, moi je suis totalement d'accord, oui, il n'y a pas de souci. Mais c'est pour toutes les luttes. Pour toutes les luttes, il faut que, sur les luttes féministes, il faut que des gens qui connaissent ce que c'est l'oppression des femmes puissent incarner cette lutte. Ça me semble logique, quoi. Rappelle que Marianne a été fondée par Jean-François Kahn et oui. Vers de nouvelles purges. Oui, voilà, oui, effectivement. Là, le projet d'ici 3-4 ans, c'est de purger les blancs de la France insoumise. Chut, le dites pas à Marianne. S'il vous plaît. Gardez ça secret. Les agents de terrain. Les agents de terrain. Les agents de terrain. Ok, c'est quoi ça? Les agents de terrain. En fait, ils avaient 3 catégories. Il faut quand même qu'on rajoute une 4e. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme catégorie? Agent de terrain? Non, c'est pas mal, agent de terrain. On va faire agent de terrain. Par exemple, en quoi Carlos est un agent de terrain et pas Ali Diawara, pardon. Voilà. Bien malgré lui, l'homme devient une figure médiatique de premier plan au sein de l'EFI. Machiste, Rachida Dati devrait sa position à des promotions canapé selon lui. Il se distingue aussi par des sorties discriminantes, voire franchement racistes, semblant appeler de ses voeux au grand remplacement de la France blanche par les racisés, plus intelligents, plus endurants et faisant plus de gosses. Ah, les citations tronquées de Marianne. C'est vraiment le projet de Carlos Martins Bilongo. Hein. C'est son projet. Hein. On remplace la France blanche par nous qui faisons plus de gosses. Oui, exactement, oui. J'y crois totalement. Louis Boyard, en février 2025, il a expérimenté à ses dépens la stratégie insoumise à l'échelle municipale. À Villeneuve-Saint-Georges, Louis Boyard a mené campagne sur le thème de la Palestine et de l'antiracisme. Malgré le soutien de l'état-major et alors que la ville la plus pauvre de Val-de-Marne, très marquée par l'immigration, était censée être un terrain conquis pour les filles, le parachuté est battu au second tour. Et donc, c'est quoi le rapport avec racialiste là? En fait, il vous manquait une personne pour faire 8, c'est ça? C'est pour ça que vous avez rajouté Louis Boyard pour dire qu'il a perdu. C'est quoi cet article de merde, quoi? Je comprends pas. Non, mais oui, on est d'accord que c'est pas l'analyse la plus développée sur Villeneuve-Saint-Georges. Hein. C'est une ville de droite. Non, mais des gens, c'est Marianne. Ne demandez pas un travail de journaliste à Marianne. Le monde. Ah, vous faites encore un truc comme ça. Ok. Le monde en noir et blanc. Blanc, racisé, état raciste. Elle est fait une inquiétante avalanche de propos essentialisants. Attends, il y a un problème avec état raciste, racisé, blanc. Non, mais. Waouh! On est inquiet. Oh là là, ça parle de racisé et de blanc. Oh là là. Et d'ailleurs. Racisé, justement, c'est pas essentialisant. Racisé. Le terme racisé, ça vient montrer notamment le caractère historique, le processus, le caractère construit socialement. C'est anti-essentialiste de dire racisé. Ça montre le processus qu'il y a. Comment des gens qui ont été construits en tant que racisés. Vous êtes bêtes. C'est tout, vous êtes bêtes. Pas une semaine ne s'écoule sans qu'un cadre insoumis s'aventure à parler de la couleur de la peau des électeurs ou des candidats. En l'espace de quelques années, le parti de Jean-Luc Mélenchon a introduit la race comme catégorie politique centrale. Oui, il y a une montée du fascisme et une montée du racisme. Et à l'extrême droite qui monte en puissance. Donc effectivement, la question de la race est importante. Oui, 3 fois oui. Rompant avec l'universalisme historique de la gauche. Ah, j'en peux plus, je n'en peux. Adrien Matou, bah tiens, quand on parle de débile, qui c'est qui arrive? Adrien Matou, ah là là, journaliste. Je suis journaliste. Alors grâce à papa surtout, c'est grâce à papa que je suis journaliste, mais je suis journaliste. Hein. Je m'y connais. Hein. Adrien Matou, je te répète, je te prends quand tu veux en débat. Quand tu veux, on parle de racialisme, d'universalisme et tout. Quand tu veux, bordel, viens me montrer ta puissance intellectuelle. Même, je te prends sur la classe. Je te prends sur la lutte des classes, frère. Je te retourne. Ah, j'en peux plus de lui. Daniel Obono, un des problèmes de la fête de... en fait, ils ont juste mis des citations. Waouh, ça, c'est un dossier. Hein. Tu sens qu'ils ont réfléchi. Hein. Tu sens qu'il y a un travail intellectuel, il y a un travail d'analyse, de recherche et tout. Ils ont mis un dossier avec des citations. Un des problèmes de la fête de l'UMA, c'est que c'est toujours la fête de la gauche blanche. Il n'y a que des blancs, ça me fait honte. C'est très grave. C'est très, très grave. Alima Menesser, je connais pas du tout. Nous, personnes racisées, il faudrait qu'on prenne notre émancipation de cette gauche. Celle qui nous met sous tutelle. La gauche moralisatrice du racisme, mais qui ne voit pas qu'elle est raciste. En fait, je sais pas quoi dire tellement il n'y a pas de problème dans la citation, quoi. Adrien Matou, il a lu ça, il a dit, oula, le racialisme, la dérive racialiste. Il faut que les prochains maires de toutes les villes du 93 aient la couleur de peau des habitants du 93. Ok.
Ici, ce que nos parents ont enduré, on va pas laisser ça comme ça, table rase. Moi, vous l'avez déjà mis cette citation, mais c'est pas grave. Moi, je ne veux pas laisser ces racistes faire leur petite vie avec leurs milliardaires et insulter les gens à la télé. On va leur montrer qu'on est plus nombreux. Ils ont voulu se foutre de nous, ils ont voulu nous insulter. Nous, on est plus intelligents, on est plus endurants. Et si on fait plus de gosses qu'eux, eh bien, tant pis pour eux. Alors, toujours aucun problème. Il est en train de parler à l'extrême droite et aux antiracistes en mode je m'en bats les couilles. On va pas se laisser faire. Et voilà. C'est un problème. Hein. C'est un problème. Ali Diwara, on n'est pas encore arrivé au bout de ce qu'on doit faire dans la question du porte-parole et de la représentativité des quartiers. Je pense que la question du parachutage va se poser à un moment pour avoir des personnes qui, dans leur chair, vont défendre ses convictions. Non mais attends, c'est quoi le... Non mais c'est si choquant de dire des trucs de gauche. Attends, il y a quoi de fou là dans cette citation là? Il n'y a rien de racialiste. C'est dingue. C'est quasiment le même article que celui de Cassandra Lutte d'Oberdoff. C'est qui Oberdoff? Salut, chambé le concept de Oui Hebdo. Bah merci. La première fois que je me suis présenté, on m'a dit mets un blanc dans ton équipe si tu veux faire un score. C'est ce que j'ai fait. Je l'ai mis, j'ai mis que des Français. Mebrouka Hadjadj, d'origine algérienne, Adja Maressar, pakistanaise, Amina Abal, comorienne, et moi-même, d'origine gambienne. Voilà ce que j'ai fait. J'ai dit, c'est pas comme ça que ça marche, c'est fini ça. Je préfère perdre 5 ou 10 points, mais rester sur mes convictions. Mais attends, normalement, si t'es universaliste, Adrien Matou, quel est le problème avec cette citation? On lui a dit, c'est même quelqu'un qui lui a dit, il faut que tu mettes des blancs. Il a dit, je vais mettre des Français. Et là, j'ai mis que des Français. T'es universaliste ou pas? Parce que là, c'est vraiment... Ali Diwara a fait une phrase universaliste. En mode, Mebrouka Hadjadj, c'est la France. Amina Abal, c'est la France. Mabrouka Hadjadj, je l'ai déjà dit. Adja Marekar, c'est la France. Et c'est toujours le même article. Hein. Oui, ils écrivent toujours le même article. La fainéantise de Marianne. Nous ne sommes pas moins français que celui dont la seule gloire est d'être né blanc. Jamais le peuple français ne serait réduit à une lignée de sang à la culture sclérosée. Nous sommes... Attendez. Adrien Matou, viens là. Viens là, Adrien Matou. Viens ici. T'es où? Viens là, viens. Viens, il faut qu'on règle des comptes là. Viens, il faut que tu m'expliques certaines choses. Viens. Toi, tu te dis antiraciste et universaliste et pour toi, cette phrase est un problème. Je répète la phrase. Nous ne sommes pas moins français que celui dont la seule gloire est d'être né blanc. Jamais le peuple français ne sera réduit à une lignée de sang, à la culture sclérosée. Nous sommes chez nous. Adrien Matou, explique-moi pourquoi tu as mis cette citation. Explique-moi quel est le problème avec cette citation. Même dans une perspective universaliste. Les gens, c'est fou. C'est fou. Une inquiétante avalanche de propos essentialisants. C'est fou, il a mis ça. Alors, Rima Hassan, dans un état raciste qui relativise son histoire coloniale, voire qui la glorifie, son nom, la couleur de sa peau, c'est politique. Il n'y a qu'une seule façon de s'affranchir de ces chaînes, élire celles et ceux qui nous ressemblent et qui parlent à vos cœurs plutôt qu'à vos peurs. Mais il n'y a que des citations basées. Mais attendez, c'est dingue. C'est dingue, c'est vraiment une très bonne récolte de citations en fait, Adrien Matou. T'as fait un bon taf, hein. T'as fait un très bon taf. Saint-Denis et Pierrefitte ont été des terres où beaucoup d'immigrés et de racisés sont passés. Vous avez une opportunité en or qu'enfin un racisé dirige ces deux villes et fasse en sorte que le réel peuple de France reprenne le pouvoir ici. C'est censé, Aztechno, c'est censé être accablant. Marianne a mis ces citations en se disant, vous avez vu comment c'est grave ce que dit la France Insoumise? Il a fait un light, le crack. Ah là là, on dirait un élève de collège qui sait pas encore bien choisir les citations. Non mais c'est dingue. Alors, incarner la nouvelle France, celle du grand emplacement. La présence de Jean-Claude Mélenchon a donné au meeting du candidat insoumis François Picmal, jeudi 22 janvier, dans la Ville Rose, des airs de campagne présidentielle. Le leader de l'EFI a assumé un discours volontairement provocateur. Alors, les gens, je vous le dis, Marianne, le discours de Mélenchon est normalement provocateur à l'égard des racistes. Okay, si vous êtes provoqué par les propos de Jean-Luc Mélenchon sur l'angle antiraciste, c'est que vous êtes raciste. C'est vraiment que ça vous choque en mode quoi? Non mais attendez, c'est indigne. C'est que vous êtes raciste. Voilà. C'est Twitch gauchiste. Situé près du stadium de la salle de 1500 personnes qui accueille le meeting du candidat LFI affiche rapidement complet. Où Jean-Luc Mélenchon, la soirée rassemble plusieurs soutiens du candidat insoumis à la mairie. François Picmal, excusé à l'ancienne maire de Barcelone, Ada Colau, n'a pu faire le déplacement. Alors, ils en parlent beaucoup ici de Ada Colau, l'ancienne maire de Barcelone. Dans le livre, c'est un livre que j'ai lu sur les municipales, le livre de la France Insoumise, hein, pour un nouveau communalisme aux éditions Amsterdam, qui est plutôt cool. Une bonne introduction à la question de la libéralisation qu'il y a eu sur la question municipale, les villes et tout.
et les projets, les propositions de la France Insoumise. Vraiment, vraiment sympa. La soirée s'est ouverte avec la prise de parole d'Anissa Benyoub, la championne de boxe, ainsi sur son parcours et son engagement, revendiquant ses origines populaires et refusant toute figuration politique. François Picmal lui succède et mêle récits personnels et attaque contre le bilan du maire de Toulouse sortant. Jean-Luc Moudenc évoquant les immeubles menaçants. Alors, évoquant les immeubles menaçants ruines. Attends. Attendez, c'est peut-être moi qui lis mal. Attends. Évoquant les immeubles menaçant ruines. Ça se dit? Menaçant ruines? Ou c'est moi qui suis fou, les gens? Évoquant les immeubles menaçant ruines. Vous pouvez m'expliquer? Ça se dit? Oui, ok, je connaissais pas du tout. Menaçant ruines est la 3e ligne de métro toujours promise. Puis il déroule un programme dense, gratuité de la cantine et des fournitures scolaires. Oui, c'est bon, vieillot. Ah ouais, moi je connaissais pas. Hein. Je connaissais pas du tout. Création d'un RER et d'un 3e hôpital. Picmal évoque ensuite les lignes de fracture à gauche. Une autre liste est en lice à Toulouse, menée par le socialiste François Birançon, à la tête d'un rassemblement de partis allant du Parti radical de gauche à Debout, le mouvement de François Ruffin. De son côté, Picmal revendique une gauche solide sur ses appuis et raille une gauche fragile qui brade le programme du nouveau Front populaire pour sauver une Macronie agonisante à coups de budget mortifère. Rappelant sous des huées, visant le Parti Socialiste, que ce dernier occupait cette salle Jean Mermoz lors de la naissance de la NUPES en 2022. Il y a des immeubles qui s'effondrent à Toulouse. Oui, j'ai bien compris que ça visait ça, quoi. Mais je savais pas que ça se disait. Le truc menace en ruine, je savais pas que ça se disait. Jean-Luc Mélenchon clôt la soirée par une intervention de plus d'1 heure. Les municipales sont rapidement expédiées, même s'il laisse ouverte la perspective d'alliance au second tour. Alors, il faut savoir que, en fait, les municipales, tu es obligé de parler du national. En fait, quand tu parles des municipales, il faut aussi se poser la question de que sont capables de faire les villes dans l'état actuel de la France et dans la 5e République. En fait, ce serait débile dans les municipales de ne parler que du local. Il y a une question aussi de la dialectique avec le national et quels sont les champs d'action des municipalités qui sont restreintes par le national. Donc c'est une vraie question, il faut allier les municipales et le national. Et d'ailleurs, pour qu'il y ait une vraie politique communiste dans les municipales, pour qu'il y ait un projet socialiste, communiste, que vous voulez, dans les villes municipales, bah, il faut aussi lier avec la question nationale. Donc les deux sont liés, quoi. C'est pas délirant de parler aussi du national. La gauche n'est pas divisée, elle est séparée, martèle-t-il. Nous avons ramassé le PS dans le caniveau à 1,7%, avant d'évoquer une trahison en cours de route par la bourgeoisie bien pensante. Ancien militant trotskiste, Mélenchon ne résiste pas à un nouveau clin d'œil appuyé en direction des drapeaux du nouveau parti anticapitaliste qui flotte au fond de la salle. Allié de LFI pour les municipales à Toulouse. On a trop longtemps ostracisé le trotskisme. La pas du team. Lâche-t-il. Affranchi de l'enjeu local, Mélenchon développe ensuite un discours à portée nationale et internationale. Gaza, Donald Trump, Venezuela, guerre en Ukraine, pardon. Jamais avare d'une provocation, Jean-Luc Mélenchon assume également son discours multiculturaliste, non sans manier l'ironie. Il vante ainsi la capacité des listes insoumises à incarner la nouvelle France, celle du grand remplacement, celle de la génération qui remplace l'autre. Une formule volontairement provocatrice, lancée sur le ton du sarcasme afin de détourner à son profit une expression issue du vocabulaire de ses adversaires les plus radicaux. L'expression de remplacement ayant été forgée par le complotisme d'extrême droite Renaud Camus, même si une ambiguïté bien commode subsiste. Bah, c'est bien qu'il retourne les trucs. C'est bien qu'il utilise les armes de l'adversaire contre nos adversaires. Je trouve ça cool, quoi. Pourquoi vous êtes contre ça? Ça vous plaît pas, Marianne? La soirée s'achève sur la Marseillaise et sur l'Internationale, entonnée par les militants du NPA avant un concert de Mousse et Hakim, figure historique de Zebda et des motivés. Oui, bon, moi, si j'avais un vrai reproche, ce serait ça, quoi. Vraiment, t'es en 2026, t'es à gauche et on te donne les anciens chanteurs de Zebda et des motivés pour faire un concert. Waouh! Oula! Super, génial. On va s'éclater. C'est la CGT ou une fan mythique qui n'est pas sans rappeler la campagne des motivés de 2001 à Toulouse? Oui, c'est pour dire, 25 ans après. Hein. Menée à l'époque par Salah Amokran, aujourd'hui membre éminent de la campagne de Picmal. Mais la référence trouve vite ses limites. 25 ans plus tard, les motivés apparaissent divisés. Autre compagnon de route historique de Zebda, Majid Cherfi figure cette fois sur la liste concurrente, mais je n'aime pas. Alors moi je vous le dis, hein, Majid Cherfi, je l'aime pas du tout. Voilà, je l'aime pas du tout. Figurant cette fois sur la liste concurrente menée par François Briançon, rappelant que l'héritage de 2001 continue de hanter la gauche toulousaine sans jamais pouvoir se rejouer à l'identique. C'était la fin de l'article. Ok, bah super analyse de la campagne à Toulouse, c'est génial. Et donc, on continue le dossier, et attention, regardez-moi ça. Dernier article du dossier. Oula, le racisme, le racialisme, ça n'existe pas qu'à la LFI. Ah bon? Oh.
Waouh. Ah, eh ben dis donc. Il rappelle que le racisme, le racialisme, ça n'existe pas qu'à la LFI. Ah ouais, bah heureusement que vous le dites quand même, hein, parce que j'avais peur que le parti le plus raciste de France, c'est la France Insoumise. D'ailleurs, je voudrais poser la question à Marianne. Quel est le parti le plus raciste de France? Voilà, sérieusement, quel est le parti le plus raciste de France? Il y a des partis racistes autre part? Bah apparemment. Marianne, c'est nul. C'est vraiment nul. Les gens, je suis même pas en mode c'est raciste, c'est nul. Intellectuellement parlant, c'est feignant, quoi. Il y a des gens vraiment qui achètent ce magazine et se disent oula, je vais me cultiver. Oula là 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 là. De la gauche socialiste à l'extrême droite, toutes les familles politiques françaises s'aventurent dans les méandres délétères du discours ethnique. Non, mais mettre au même niveau la LFI, la FI et Rassemblement National et Reconquête. Attendez, on va lire parce que ça va être marrant, je pense. Emmanuel Macron envisage de mobiliser les personnalités françaises sur la base de leur origine réelle ou supposée pour servir une politique de rayonnement à l'international. Sportifs, artistes, écrivains intellectuels sont convoqués davantage pour ce qu'ils sont censés incarner que pour ce qu'ils font. Si la création d'un haut commissariat à la diversité aux diaspora confirme l'instance, s'inscrirait dans une logique traditionnelle, celle d'une classe politique qui fait de l'origine, de la couleur de peau et d'autres marqueurs identitaires des outils mobilisables au gré des besoins. J'en ai marre, c'est nul. Les précédents sont nombreux. En 98, la victoire de l'équipe de France de football donne naissance au récit Black Blamper. L'image est forte, l'émotion réelle. Mais c'est nul. C'est nul. Allez, attendez, on passe. Alors, je résume. Il n'y a plus d'universalisme. On se laisse dans le piège des identités parce qu'on dit noir, blanc, beurre. Waouh. Nicolas Sarkozy fait le prix d'un côté les racailles, de l'autre côté les bons élèves de la méritocratie républicaine. La France ne peut pas se priver de tous ses talents. Soutient celui qui, le premier, osera nommer une femme d'origine maghrébine issue d'un milieu populaire, garde des Sceaux, Rachida Dati, Ramayad, Fadela Amara, les réussites brandies comme des étentards suggérant que l'égalité des chances est enfin acquise. Sans s'en se réclamer, Sarkozy s'inspire du concept américain. Mais moi, j'ai une question à Marianne. Si la Attendez, parce que là, ils sont en mode Sarkozy, l'américain qui fait l'affirmative action en nommant des femmes noires et arabes. Mais juste, ok, allez. Partons du principe qu'il s'inspire de l'affirmative action et des Américains. Question à Marianne. Pourquoi vous ne remettez pas en question l'universalisme républicain si il a fallu attendre 2007 pour avoir une femme noire ou arabe en tant que ministre? Si, avant ça, c'était l'universalisme républicain. Comment ça se fait qu'il n'y a jamais eu de femme ministre arabe ou noire? C'est bien qu'il y avait peut-être un problème dans votre universalisme. C'est bien que, en fait, la France était un petit peu raciste. Alors, à force d'affichage, les assignations identitaires sont une grille de lecture de la société. Le philosophe Walter Ben Michael analyse la diversité comme un bon usage de la race, acceptable parce que positif. Concrètement, la diversité progresse sur... Mais attendez, on ne devait pas parler du RN et tout. Pourquoi vous parlez... Non mais... Oh, vraiment, les gens, c'est de la merde, hein. La diversité telle qu'elle est exhibée n'a jamais fait avancer l'égalité. Mais attendez, vous n'allez pas nous la faire à nous. On est les premiers à parler d'antiracisme libéral. Attendez, mais on est les premiers. L'antiracisme politique s'est créé notamment en opposition à l'antiracisme moral. Et là, vous êtes en train de faire une critique de l'antiracisme moral comme si c'était ce que prenait l'antiracisme politique. Le pire, la banne, tout ça sont nés à partir de la critique de l'antiracisme moral, qui est notamment l'antiracisme libéral, qui croit qu'il suffit d'afficher des Noirs et des Arabes pour lutter contre le racisme et pour avoir une société réellement égalitaire. On est les premiers. On était aussi... Je rappelle que l'antiracisme politique n'était pas dupe, notamment de l'élection d'Obama. Je rappelle. On n'était pas en mode « Ah, c'est génial, victoire de l'antiracisme, Obama a gagné et tout. C'est bon, ah !» Ramayad était ministre. Oui, alors, je comprends pas le truc de Ramayad était ministre, Wissam. Pourquoi tu me dis ça? Oh là là. Avec d'un côté la pince de l'extrême droite qui entretient la suspicion à l'égard des binationaux, alors à l'égard des Noirs et des Arabes, hein. Je rappelle qu'il y a des gens qui sont pas binationaux et qui sont victimes du racisme, quoi. Et le fantasme du grand remplacement. Et de l'autre, l'extrême gauche qui segmente et oppose les citoyens selon leur origine et leur... Alors, l'extrême droite, elle segmente la société selon les nationaux, les binationaux et les non-nationaux, et c'est l'extrême gauche qui segmente la société selon les origines et leurs croyances supposées. Non mais attendez, genre c'est pas l'extrême droite. C'est pas l'extrême droite qui divise les Français selon leur apparence ethnique, leur catégorie ethnique
et leurs croyances religieuses. Non, 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 c'est l'extrême gauche, c'est l'extrême gauche. Alors, 15 ans après la stratégie de dédiabolisation, 2 années à porter la cravate et à bien se tenir à l'Assemblée nationale. Ah ouais, l'extrême droite se tient bien à l'Assemblée nationale. Ok, ok. Pourtant, derrière le vernis, les partis d'extrême droite n'en restent pas moins des obsédés de la race. Ah bah enfin, enfin. En premier lieu, dans l'entourage des 2 têtes de gondole du parti à la flamme, favoris de la prochaine présidentielle, Jordan Bardella et Marine Le Pen. Comme l'a récemment montré Libération, l'état-major du Rassemblement national, qui dit mollement, n'a jamais coupé les ponts avec les anciens du GUD. Ah bah quand même, il rappelle un petit peu les bases quoi. Groupe néofasciste. Son vice-président déchu il y a peu, le maire de Fréjus, David Rachlin, s'est même pris en photo en 2025 avec 2 d'entre eux, Frédéric Chatillon et Logan Gian. Mediapart avait révélé une vidéo où ce dernier, à la tête d'une expédition punitive, contraignait une victime nue et ensanglantée à danser la Macarena. Oui, bon, l'extrême droite est d'extrême droite, quoi. Voilà, c'est bien. C'est quand même assez important de le rappeler, quoi, hein, Marianne. Voilà. Mais allez, c'est bien, je vous donne le petit point. Mais c'est pour ça qu'ils pensent qu'on va voter Mélenchon parce qu'il se dit maghrébin. Eux, ils pensent vraiment que mettre un token prouve leur non-racisme. Oui, non, mais... Le site d'investigation exhumé des écrits dans Présent, journal d'extrême droite et vieux compagnon du route de FN, la députée RN est très proche de Marine Le Pen. Oh, bon, allez, c'est bon, ok. On finit là parce que c'est vraiment de la merde. L'article est vraiment nul, vraiment nul. Nombre de députés ont été épinglés par le site Le Jour. Le RN avait jeté des atouts maîtres en 2024. Dans les colonnes du Parisien, Bardella dévoilait son plan pour Matignon. Cette fois, promu, le parti était prêt pour l'exercice du pouvoir. Manque de chance, plusieurs candidats se sont fait pincer. 2 ans plus tard, pour les municipales 2026, rebelote. Le parti se fait pourtant épauler par une agence de e-réputation chargée de scruter les profils et jure avoir écarté les cas problématiques encore ratés. On attend 2027 pour le dit de DER, à moins que les problèmes ne proviennent pas des brebis galeuses, mais des bergers. Oui, bah le RN est un parti raciste, quoi. Après, pour eux, c'est moins grave que Boutelja. Oui, je crois. SOS Racisme, le PS, le vert était dans le fruit. Alors, c'est pas le même problème, hein. Nous, le problème avec SOS Racisme, le PS, c'est qu'ils ont déradicaliser la lutte antiraciste, qu'ils ont propagé un antiracisme libéral, un antiracisme moral, un antiracisme compatible avec le capitalisme et avec un universalisme racisme, un antiracisme qui croit qu'il se contentait de mettre de représentants pour lutter contre le racisme. Mais on va voir quel était le problème pour Marianne. Et si une fois de plus l'enfer était pavé de bonne attention, lorsque naît le mouvement SOS Racisme en 84, la cause défendue par le Parti Socialiste apparaît frappée au coin du bon sens. Comment ne pas se dresser face au racisme crasse dont sont victimes les immigrés sur le sol du pays des droits de l'homme. Donc, j'espère qu'ils vont parler de la récupération. Parce qu'en fait, il y avait déjà un mouvement antiraciste avant l'apparition de SOS Racisme. SOS Racisme a été créé pour voler le mouvement antiraciste de la part des premiers représentants et de ses représentants les plus radicaux. Peu importe que la manœuvre ait été en partie téléguidée par François Mitterrand pour faire oublier l'abandon en race campagne des ambitions du programme socialiste, la cause antiraciste est juste et elle l'emporte avec elle des millions de jeunes épris d'égalité. Il y avait déjà une critique au moment même, hein. Au moment même de la création de SOS Racisme, il y avait déjà des antiracistes qui étaient critiques de ça, hein. C'est en examinant de plus près le discours de SOS Racisme et ce qu'il a charrié dans l'inconscient national que l'on découvre une réalité plus dérangeante. Dans ses prémices, l'association introduit dans le discours politique français un tropisme pour les origines, voire l'ethnie. Son président Harlem Désir se donnant pour objectif de régénérer une France malade de vieillesse, de peur, et la rendant multiculturelle, multiconfessionnelle, multicolore. On sait aujourd'hui à quel point cette vision d'une France façon United Color of Benetton est éloignée de celle de la République une et indivisible. Non mais c'est bon, je suis fatigué. C'est bon, l'émission spéciale SOS Racisme de PDH, on parle très bien. Oui, ils ont fait une émission sur ça, je vous invite à aller voir, mais c'est bon. Oh là là. Ça, c'est pas la France unie indivisible. Oui, mais dans ta France unie indivisible, il y a du racisme. Ça, c'est pas la République unie indivisible. Quand est-ce qu'elle a existé, ta République unie indivisible? T'es conscient qu'il y a du racisme, t'es conscient que SOS Racisme est né notamment parce qu'il y a eu des mouvements antiracistes qui sont nés du racisme qui existe en France. Donc ta République unie et indivisible n'existe pas. C'est bon, j'en peux plus, je suis fatigué. Les années 80 marquent d'ailleurs le début d'un processus qui voit la gauche diaboliser la civilisation, la présentant comme une violence inadmissible infligée aux immigrés. Pendant que le tout identité... Mais c'est nul, c'est bon, ça, je vous jure, ça m'a fatigué. Je suis premier degré, hein. Je suis premier degré fatigué de la nullité de Marianne. Là, ça m'a vidé de mon énergie, tellement c'est nul. Tellement c'est rabâché, tellement c'est... Il n'y a pas d'effort, quoi. Il n'y a pas d'effort.
10 ans, 10 ans, ils ont le même niveau d'il y a 10 ans. Oh, j'ai l'impression qu'ils sont passés où ces 10 dernières années là? J'ai même pas envie de finir l'article là. Attendez, on finit ce dernier truc là. Pendant que le tout identitaire se généralise dans le pays, c'est l'époque où les écoliers français commencent à brandir leur origine pour briller vis-à-vis de leurs camarades. Le Parti socialiste empoche la mise politique et installe le face-à-face idéologique avec le Front National. Diversité contre France blanche, multiculturalisme contre racisme. 40 ans plus tard, la gauche peut se mordre les doigts d'avoir façonné le clivage politique sur de tels... Non mais c'est bon, va niquer ta mère. Ouais, c'est bon, va niquer ta mère. C'est bon, c'est nul. Allez. Qui lit Marianne? C'est quelle classe sociale qui lit Marianne? C'est quel groupe politique qui lit Marianne? C'est quoi? C'est Ruffin? C'est les gens qui votent Ruffin qui lisent Marianne? C'est nul. C'est nul. ChatGPT résume en 1200 caractères. C'est nul. Oui, c'est les profs, je pense. Les profs qui se disent de la vraie gauche. De la vraie gauche. Non, mais il faut voir la folle du bus qui est la rédactrice en chef, Eve Svetzel. Je connais pas du tout. Ouais, lisez pas Marianne. Les seules fois où vous pouvez lire Marianne, c'est venir sur mon stream. Mais même moi, il faudrait que j'arrête de lire des articles de Marianne. En plus, les gens, je vous jure, je pensais que ça allait être drôle. Mais c'est même pas drôle, c'est juste nul. C'est juste nul. C'est qui elle? Eve Svetzel, journaliste française, diplômée de Sciences Po Paris. Elle est d'ascendance juive marocaine par sa mère, d'ascendance jurassienne par... Jurassienne par son père, c'est bizarre ça. D'ascendance jurassienne. Journaliste à Libération, direction chez Marianne. En 2005, elle co-signe avec Barbara Lefebvre l'ouvrage L'élève sous influence aux éditions Louis Albert, accusant l'école de fabriquer des élèves profondément anti-américains. De quoi? C'est quoi ce truc? Attends, déjà d'une, c'est mal d'être anti-américain, mais genre, elle accuse l'école de fabriquer des élèves profondément anti-américains. Mais en plus, tu es sur un journal qui est en mode ouais, le racialisme, c'est l'exportation des théories américaines. Regarde ça d'elle Banger. Attends, je lis. Attendez, on va voir après. Elle dénonce notamment le traitement dans les manuels scolaires des attentats du 11 septembre 2001 qui s'alignerait sur les prétextes politiques avancés par... Elle est en train de dire que l'école diffuse la propagande de Ben Laden, en gros. Mais c'est quoi ce truc? Dans une critique de l'ouvrage, Le Monde estime cependant que la charge est tellement forte qu'on ne peut s'empêcher d'éprouver un malaise à la lecture de l'ouvrage. Waouh, même Le Monde est en mode waouh, c'est gênant ce que t'as écrit. Je connaissais pas, attendez, c'est quoi ce livre? Ce livre là, mais moi je veux le livre. Élève sous influence. Non mais ça a l'air incroyable. Je veux lire ce livre. C'est une pépite. C'est vraiment ça. C'est vraiment on fabrique des anti-américains. Alors sauf quand il est question d'antiracisme, là vraiment c'est l'importation américaine. C'est l'importation américaine. Mais après la République fabrique des élèves anti-américains. Non mais si seulement. Si seulement. Terrorisme, djihadisme, puissance américaine, altermondialisme, mutation de la société française, rôle de la France dans le monde, autant de thèmes traités par les manuels et dont le décryptage relève d'une photographie de l'opinion française actuelle, inquiétante pour l'avenir. Ouais. Oui, Barbara Lefebvre, ça me dit quelque chose. Bon allez, on regarde ça et on finit avec ce... Alors attendez, allez, on regarde cette petite vidéo et... Cette semaine, Marianne s'est emparée d'un sujet brûlant. Comment l'immigration irrégulière met sous tension l'hôpital public. Mais attends, c'est minutes, c'est pas possible, c'est minutes. Non mais, c'est pas... Non mais, wesh, on est où là? C'est minutes ce truc, c'est... c'est eux qui nous font des leçons de lutte des classes. Hein. Ils nous reprochent de ne pas avoir une vision de la lutte des classes. Hôpital sous tension, c'est la faute des immigrés. On pourrait parler du financement, on pourrait parler de la bourgeoisie, des politiques néolibérales. Non, 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 c'est les immigrés. C'est à cause des immigrés. Et voilà, Marianne qui nous fait des leçons. Hein. Ouais, bref. Oui. Qui est déjà en crise, et en particulier certains secteurs comme l'on... D'ailleurs, il me semble, en termes d'immigration, il me semble, Marianne, que... Heureusement qu'il y a les médecins immigrés. Hein. Pour l'hôpital public, il me semble que les médecins immigrés, notamment d'Afrique et tout, sont en train de tenir à bout de bras l'hôpital. Ouais. Oncologie pédiatrique, ou bien la dialyse, les greffes du rein, où il y a une pénurie en fait de greffons. C'est quoi la différence entre ça et les rhétoriques de RN? On ne sait pas. France. On vous dévoile notamment le contenu d'un rapport du Laboratoire de la République, le think tank de Jean-Michel Blanquer. Oh là là, ça va sur... Ça puise chez Jean-Michel Blanquer. Non mais... Ah ouais. Ah oui, de gauche. Rappelez-vous qu'ils nous disent qu'on n'est pas assez porté sur la lutte des classes. Kevin, reviens, je crois qu'on a 2-3 trucs à régler, nous aussi. Adrien Matou vient, Kevin vient et Ed vient. Je crois qu'il y a 2-3 choses qu'il faut qu'on règle. Parce que là, j'étais pas au courant de tout ça, là. Qui s'est intéressé au titre de séjour pour soins, qui est un dispositif relativement méconnu
qui permet à un étranger, en théorie gravement malade et ne pouvant pas En théorie, gravement malade. C'est-à-dire qu'en vrai, ils mentent, les étrangers, ils sont pas gravement malades. se faire soigner dans son pays, de bénéficier de soins gratuits en France et qui constitue aujourd'hui une nouvelle filière de régularisation. La question que Mais attendez, et l'universalisme dans tout ça, je comprends pas. Marianne, vous n'êtes pas universaliste? En plus, je dirais que, en termes d'universalisme, l'idée qu'on peut soigner les gens gravement malades et qui ne peuvent pas être soignés parce qu'ils sont pauvres ou parce qu'ils n'ont pas accès aux soins dans leur pays, il faudrait être fier, quoi. C'est ça la France que j'aime, moi. C'est la France qui se dit, mais attends, c'est pas parce qu'il est pauvre ou qu'il n'a pas accès aux soins dans son pays qu'il mérite de mourir. On a accès aux soins, nous, autant faire partager, quoi. Je comprends pas. pose notre dossier, c'est que cette immigration pour raison de santé, qui est largement d'ailleurs prise en Waouh. main Non mais attends, on est sur frontière, quoi. On est sur frontière. Ah, les illustrations et tout, ah oui. par des passeurs, fragilise un peu plus notre modèle social et pose un problème d'équité entre les cotisants, ceux qui payent des cotisations pour financer ce système, et les non-cotisants qui ne résident pas sur le territoire français, mais qui viennent. L'internationalisme, hein, c'est un combat un peu dépassé, quoi. Hein. C'est dépassé l'internationalisme, la solidarité entre tous les travailleurs, entre... Voilà Marianne. Oui, Nicolas qui paye. Oui, Nicolas qui paye. Mais c'est nous, c'est la France insoumise, PDH et tout, qui sont anti-lutte des classes. Hein. Pour bénéficier de ces soins parfois très onéreux. Un portrait d'Emmanuel Moulin, le nouveau secrétaire général de l'Élysée, qui a remplacé Alexis Kohler. Monsieur loyal, mais pas toujours. Je rappelle que, tu sais, ils se la font anti-Macron, ils ont quand même allé puiser chez Blanquer. Hein. À quoi vous jouez, Marianne? À quoi vous jouez? Fiable. On vous explique aussi pourquoi, et aussi une enquête sur les anti-Zelensky, les François Fillon, Philippe de Villiers, Nicolas Dupont-Aignan, qui ont un point commun, un néo-gaullisme dévoyé et une fascination pour les hommes à poigne. C'étaient les mêmes qui révéraient Saddam Hussein ou Bachar el-Assad. Il y a tellement de trucs à dire sur De Villiers. Elle leur a quand même reproché à toute cette extrême droite. Ah, vous vénérez des Saddam Hussein et des Bachar el-Assad. Oui, c'est un bento. Oui. C'est une dinguerie, hein, le niveau d'analyse. Assad. Ça a l'air d'être un bon numéro de merde. Hein. Ça a l'air d'être un bon journal de merde, hein, tout ça. Hein. Le think-funk de gens... Ah, il y a au moins des gens qui se foutent de sa gueule. Oh, vous allez vous faire canceller par la gauche. Ah bah oui. Oui, Serge, bah oui, effectivement. Oui. Bah, quand on est de gauche, oui. Mariam est en train de perdre son arme, c'est honteux. Non mais... Nous devons faire front commun contre le racisme. Où est passée la charte de Munich de Marianne? C'est bien, il y a quand même des gens qui réagissent. Super vidéo de la toute nouvelle directrice de la rédaction. Ok, Marianne est officiellement un journal fasciste. Mais moi faut qu'ils me disent c'est quoi la différence avec l'extrême droite sur ces sujets-là, quoi. Voilà. Donc, allez, comme conclusion, on va simplement dire que Marianne est un torchon d'extrême droite. Voilà. Il faut qu'on le considère comme ça, en fait. C'est la gauche de l'extrême droite. On est d'accord, les gens, ça vous va? Ou c'est l'extrême droite de la gauche? Mais c'est la gauche de l'extrême droite. Voilà ma conclusion sur Marianne. Un bon journal de merde.